Le chapitre 7 traite de l'imposition de l'assurance vie et des stratégies fiscales qui peuvent être utilisées. Ce chapitre étant un peu long, nous l'avons divisé en deux parties. Cette première partie va présenter les sections 7.1 à 7.6. La suite viendra après. Les concepts importants à retenir lorsqu'on parle de fiscalité ou d'imposition de l'assurance vie, c'est d'une part, est-ce que la prestation de décès est imposable ou non? D'emblée, 100% du temps, jamais imposable. Donc, la prestation de décès n'est pas seulement le capital initial de la protection de départ, mais ce qui est versé au décès. On a vu qu'en assurance vie universelle, il peut y avoir un compte qui augmente la valeur initiale de la police. Lorsqu'on dispose d'une police ou lorsqu'on parle de résiliation ou d'aller chercher des montants dans les valeurs de rachat, soit des rachats partiels ou encore des avances sur police, des versements de participation, ou s'il y a eu perte d'exonération, c'est les cessions ou transfert de la police à un tiers, s'il y a décès du titulaire qui n'est pas l'assuré. Toutes ces situations ont des conséquences fiscales qu'on va voir dans le chapitre, qui vont créer donc un gain sur police qui est un revenu imposable dans l'impôt des particuliers. Alors, le montant de la disposition moins le coût de base rajusté de la police sera le gain sur la police. Qu'est-ce que le coût de base rajusté? Le coût de base rajusté, c'est la valeur comptable de la police. Elle change dans le temps et est calculée par l'assureur. Le calcul se fait selon plusieurs éléments, soit la date limite d'acquisition, la date donc utilisée la plus récente, soit au moment où de la souscription de la police, s'il n'y a pas eu d'autres situations de date importante, soit le transfert de la police, une modification ou une remise en vigueur. Et les règles fiscales vont différer selon que la date est avant le 2 décembre 1982 ou dans ce cas-là, le CBA va être toutes les primes qui auront été payées dans la police ou après le 2 décembre 82 où le CBA sera seulement la partie de la prime qui est versée dans le compte de placement de la police. Ce sera vu en détail plus loin. Les polices acquises après le 1er décembre 82 sont calculées avec une nouvelle méthode, qui sont comme les primes payées en ayant enlevé de ces primes-là, les dividendes ou les participations, les avances, les remboursements d'avances, etc., les avenants et garanties aussi en sont exclus, moins le coût net d'assurance pure, le coût net d'assurance pure qui est vraiment donné par l'assureur, qui se trouve être le coût réel de la police, tandis qu'au moment de la souscription, c'est un coût de police dans la prime qui est estimé. Alors, les polices acquises avant décembre 82 ont des droits acquis, c'est-à-dire qu'elles sont calculées au niveau de l'impôt ou du gain sur police d'une façon différente, qui est la somme des primes payées tout simplement. Donc, le gain sur police dans une ancienne police va être moindre parce qu'il n'y a pas de soustraction de coût de net d'assurance pure dans le calcul. Alors, quand on parle d'imposition des dividendes, ici, on ne parle pas des dividendes comme quelqu'un qui possède des actions d'une compagnie, mais plutôt de la notion de participation dans une police. Alors, les dividendes ou les montants de participation versés et non garantis par un assureur vont être sujets à un surpolice. Okay? Et le montant des dividendes versés moins le coût de base rajusté à ce moment-là sera le gain sur police. Si les dividendes sont versés, évidemment. S'il reste dans la police, là, on parle d'autre chose. Comment fonctionne l'imposition d'un rachat complet d'une police? Soit la résiliation d'une police, où on perd la couverture carrément. Le gain sur police va être la valeur totale de rachat dans la police, moins le coût de base rajusté. Parallèlement, l'imposition d'un rachat partiel va être considérée d'une façon au prorata du rachat dans les nouvelles polices. Dans les anciennes polices, l'intérêt, c'est que avant 1982, mettons qu'on prend le deuxième morceau qui est le retrait sur police, mais avant 1982, il n'y a aucun calcul qui est requis comme tel parce que le gain sur police va être si le retrait est supérieur au coût de base
total qui, lui, demeure total, sans rien de travailler au niveau du prorata. Pour ce qui est des retraits sur police après décembre 82, les polices vont utiliser simplement un CBR au prorata, c'est-à-dire au pourcentage de la proportion du retrait par rapport à la valeur totale. Donc, le gain sur police va être le montant de retrait moins le pourcentage de CBR qui correspond au montant de retrait pour donner le gain sur police. Si le titulaire de la police veut réduire la couverture de sa police, c'est un peu la même idée, c'est que le pourcentage de diminution de la couverture de police va être le pourcentage utilisé pour le CBR. Exemple, si c'était 25% de réduction d'une police, le CBR utilisé serait aussi de 25%. Maintenant, pour ce qui est de l'imposition des avances sur police, c'est un peu la même idée qu'un retrait partiel. Alors, le remboursement des avances sur police, si c'est une avance automatique de la prime, le gain sur police va être nul parce que le montant intégral du prêt utilisé pour payer la prime reste toujours à l'intérieur de la police. Okay? Alors, s'il y a par ailleurs un produit de disposition, donc il y a eu de l'argent de sortie de la police, ça va être le montant du prêt qui est consenti moins le montant utilisé pour payer la prime. Alors, si l'avance donc se retrouve inférieure au CBR, eh bien, il n'y aura pas de gain sur police. Mais le CBR va être réduit du montant du prêt pour le calcul ultérieur. Pour ce qui est de l'intérêt, des intérêts sur le prêt, si l'avance sert à gagner un revenu de bien ou d'entreprise, alors l'intérêt qui va être versé dans le prêt, les intérêts donc courus, vont être déductibles du revenu imposable. Alors, si le titulaire de la police paie de l'intérêt, mais ne peut pas le déduire, dans le cas d'une avance pour raison personnelle, le CBR augmente alors du montant de cet intérêt. Encore là, parce que l'intérêt reste dans la police. Alors, pour terminer cette partie, et c'est pourquoi on a divisé en deux, cette page-là est un peu longue, on parle de l'imposition des polices exonérées ou non. Alors, de base, une police exonérée, c'est une police dans laquelle il n'y a pas d'impôt, pour laquelle il n'y a pas d'impôt à payer, tant que les argents ou le capital ou les valeurs dans la police restent dans la police, et jusqu'à un certain plafond. Cela dit, toutes les polices émises avant le 2 décembre 1982 sont toujours exonérées, donc peu importe la valeur à l'intérieur de la police, la croissance va toujours se faire du capital en franchise d'impôt, total 100% du temps. Pour ce qui est des polices émises après 82, si elles sont utilisées à des fins d'assurance seulement, les polices vont être exonérées et celles qui sont éventuellement non exonérées, c'est-à-dire qu'elles auront des conditions qui font que, à partir de ce moment-là, il y aura une imposition annuelle des revenus accumulés dans la police. Pourquoi y a-t-il un test d'exonération? C'est pour s'assurer que le titulaire d'une police n'achète pas une police d'assurance vie pour faire un placement, mais bien pour acheter de l'assurance. Okay? Alors, il y a deux règles qui s'appliquent dans ce cas-ci. La première règle, c'est la règle de la réserve actuarielle, qui veut dire quoi? Qu'il y a une réserve actuarielle maximum aux fins de l'impôt. C'est quoi ça? La valeur de rachat ne doit pas dépasser une police de référence fictive qu'on appelle la PTE, dont les paramètres sont fixés par la loi sur l'impôt, et est une police qui représente finalement une prestation éventuellement complète à 85 ans. Pardon. Le calcul de l'exonération en lien avec cette police PTE se fait annuellement par l'assureur. Donc, il s'assure que la réserve actuarielle ne dépasse pas un seuil plafond maximum qui ferait en sorte que la police deviendrait non exonérée et que ça a des conséquences fiscales à ce moment-là. Alors, il peut y avoir des corrections de la réserve actuarielle maximum, aux fins de l'impôt. Ça veut dire que si la police échoue le test d'exonération, il y a un délai de 60 jours pour que l'assuré puisse corriger la situation, c'est-à-dire enlever des valeurs donc dans la police pour ne pas dépasser ce seuil. Sinon, l'exonération va rester et à partir du moment où la police n'est plus exonérée, c'est de façon permanente. La deuxième règle qui s'applique à l'exonération, c'est la notion d'anti-versement massif. Pour éviter finalement qu'un titulaire de police investisse de grands montants d'argent dans la police
pour essayer de sauver de l'impôt, eh bien, la règle du 250 % qui va s'appliquer. La règle du 250 %, c'est qu'à partir du 7e anniversaire, au 10e anniversaire, pardon, on regarde la valeur du compte de la police et il ne faut pas qu'il soit 250 fois supérieur au montant de capital qu'il y avait dans la police 3 ans avant. Et c'est ainsi, à partir de là, chaque année. Donc, 10e année va être comparée aux avoirs de la 7e, 11e année aux avoirs de la 8e. Et il ne faut pas qu'il y ait plus que 250 % de la valeur augmentée de la fois finale à la fois d'avant. Sinon, le test d'exonération échoue de cette façon-là et la police va être considérée comme ayant été disposée. C'est-à-dire qu'au fin de l'impôt, il va y avoir un gain sur police. Et à partir de là, il va y avoir une déclaration annuelle du revenu gagné en lien avec les rendements qui va créer un gain sur police annuellement. Alors, c'est tout. Bonne étude.